Je pense que c'est le moment de commencer pour de vrai ce podcast. Vas-y, introduis-moi. Donc là, c'est le moment de t'introduire. C'est ce qu'on disait juste avant et tout ce qu'il attend, c'est que je l'introduise. Mec, j'attends toute ma vie ce moment. Donc c'est vrai, tu sais, c'est un truc, je me disais que ça pourrait être bien aussi même avec tous les invités, d'essayer de faire un petit jeu, de voir ce que moi, mon image des gens, tu vois, comment moi je les introduis, comment moi je les définirais, et ensuite ils me disent ce qu'ils en pensent, tu vois. Ils me disent s'ils trouvent que c'est accurate ou pas. Ok. Après, est-ce que ça va être flatteur ma définition de toi? Parce que toi, t'es une des personnes qui me connaît le mieux au monde. On était en train de préparer un peu des thèmes avant, et un des thèmes, c'était les joies du chômage. Pour donner une petite Alors idée. ça, c'est le premier truc qui va à ça, il faut l'esprit, couper. Ok, on oublie ça. On oublie ça parce que... Bon, c'est trop tard maintenant, mais Non, il n'y aura pas de montage. cut. On cut. On repart de zéro. On repart de zéro. Du coup, comment je te définirais? Écoute, on s'est rencontrés Non, mais me définis pas, juste introduis-moi. Non, mais pour t'introduire, on peut dire qu'on est meilleurs potes. Ok. On va pas cacher ça, on va pas faire genre... En fait, j'ai quelqu'un d'autre. Comment? J'ai pas entendu, tu l'as dit que pour les gens, là. J'ai rien dit. On s'est rencontrés au lycée, donc ça fait 10 ans qu'on se connaît. Presque 10 ans. Plus que 10 ans. Bah là, on a 25-26, on s'est rencontrés à 15-16 ans. Ok. Et bon, t'as fait des études aux États-Unis, business, machin. T'as essayé de travailler dans une start-up. ça a fini par s'arrêter. J'ai essayé d'être un membre normal de la société. Et en même temps, tu vas pouvoir nous parler de cette expérience. Ouais, pourquoi pas. C'est intéressant. C'est intéressant parce que aussi, on s'est toujours dit que ce serait pas pour nous d'avoir un travail, peut-être même avec un certain mépris, je sais pas, d'avoir un travail de bureau, avoir un travail, un vrai travail. Ouais, le truc que je me dis souvent, c'est genre, on a quand même grandi, surtout au collège, lycée, dans un milieu assez artistique, beaucoup de personnes qui faisaient de la musique, un truc artistique, quoi que ce soit. Même nos parents, souvent, c'était des artistes aussi. Je pense que c'est une des raisons pourquoi beaucoup de personnes font de la musique. C'est vrai que c'est dur de commencer de rien. Et c'est pas un truc facile à juste se lancer dans un autre univers. Pour nous, c'est vraiment un autre univers, le bureau. C'est même pas juste une question d'univers, c'est aussi, je pense qu'on se disait ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se reconnaissent là-dedans. Non, c'est juste que l'école, c'était horrible pour nous. Et juste le fait de rester assis sur une chaise pendant plusieurs heures d'affilée, pourtant c'est ce que je fais maintenant avec ce podcast. Ouais, mais que ce soit imposé et que ce soit... Et qu'on pouvait pas parler. De pas pouvoir parler, de pas pouvoir voir la lumière du jour et tout. Ouais, c'était pas notre état naturel. Ça n'a jamais été naturel pour nous, vraiment jamais. Je pense que c'est ça qui nous a... pour une bonne moitié des élèves, ça allait pas. Hein. Je pense qu'il y a un gros problème avec l'éducation. Tu peux parler un tout petit peu plus près du micro. Je pense qu'il y a un gros problème avec l'éducation, mais je vais pas rentrer là-dedans. Mais je pense que c'est ça aussi qui nous a liés d'amitié. C'était qu'on se faisait tellement chier que on avait besoin de quelqu'un d'autre avec qui se divertir et avec qui faire des choses. Et je pense que c'est assez fréquent des amitiés, surtout des amitiés de potes, tu vois, de deux meilleurs potes qui se créent comme ça. We found love in a hopeless place. Exactement, c'est beau ce que tu dis. Ouais. C'est Rihanna. On a été liés par l'ennui, quoi. C'est Rihanna ? Je pense, ouais. Ok. Faudra vérifier. J'ai pas envie de me faire cancel. On mettra pas ça sur TikTok. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est cet univers-là qui nous a rapprochés. Un univers de lassitude pour les cours. Aussi, j'ai perdu mon père à cette époque-là. Et je pense... ça m'a un peu fait réévaluer un peu l'importance des choses dans la vie. Et j'étais genre... les cours, ça m'a l'air tellement inutile comparé à ce que tu peux faire avec ta vie, ce que tu peux accomplir. Enfin, la vie est trop courte pour se faire chier 5 heures, 6 heures, 7 heures devant un bureau, devant un prof qui te raconte des trucs... En rétrospective, ouais, c'est vraiment très bien. En rétrospective, je me dis il y aurait des choses à apprendre, mais sur le moment, j'étais vraiment pas dans cet univers-là de. Oui, est-ce que c'est parce que moi je me dis maintenant, tu vois, je fais des formations là juste pour raconter ma vie et je sors d'une semaine de formation de massage thaï. Mais bon, maintenant en fait ça fait partie de mon quotidien. J'adore apprendre des choses. J'ai envie toujours d'apprendre et ça fait que quelques années, j'ai l'impression que j'ai réappris à apprendre. Et que j'ai retrouvé le goût. J'ai l'impression que l'école,
m'a fait perdre le goût d'apprendre, m'a fait perdre une certaine dose de curiosité, pourtant je pense que je suis quelqu'un de curieux. Et quand j'étais enfant, j'étais très curieux, j'ai perdu un peu ça avec la façon dont... Je pense le lycée, en tout cas, ça m'avait vraiment dégoûté. En vrai, je suis quelqu'un qui adore lire, mais être imposé de lire quelque chose, ça passe pas. Et je pense que le lycée, ça m'a vraiment dégoûté d'apprendre. C'était juste le cursus. Je sais pas exactement ce que c'était, mais cet univers. Mais à l'université, vu que je pouvais un peu choisir les cours que je voulais et juste prendre des cours sur des sujets qui me passionnaient, un peu random. Oui, c'était un peu... ça m'a un peu redonné le goût à apprendre et aussi ça m'a appris à apprendre. Je pense qu'il y a un truc. Et tu penses que ça, c'est lié au système américain? Je pense que, ouais, en quelque sorte, oui. Je pense qu'il y a un côté un peu trop rigide. En tout cas, quand nous, on était au lycée, je sais que ça a changé depuis. Et puis après, on n'a pas vraiment fait l'expérience de l'enseignement supérieur en France. Mais même ça, j'ai l'impression que c'est très rigide, surtout si tu fais une prépa et après tu... Moi, j'ai fait mes études en France, mais c'était des études de musique, donc c'est pas du tout pareil que d'être en fac. Enfin, j'ai fait 3 mois à la fac et voilà. C'est vrai que t'avais... J'ai abandonné, mais hyper vite. Ouais, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est un truc qui m'a plu, c'est que tu peux prendre un cours. J'ai pris un cours sur la Beat Generation, ce qui est une génération d'écrivains américains. C'était des écrivains qui me fascinaient. On the Road de Kerouac, par exemple, que j'avais lu déjà avant de prendre ce cours, mais je savais que c'était quelque chose qui me fascinait. Est-ce que je vais utiliser ça dans ma vie? Probablement pas, mais j'ai appris plein de trucs, j'ai lu plein de livres qui me faisaient kiffer, et du coup, j'avais envie d'aller en cours, j'avais envie de discuter avec les gens dans le cours, parce que tu te retrouves juste à 10 personnes fascinées d'un même sujet à en parler. Et je pense que l'éducation, ça devrait être ça. C'est des gens qui sont là en train de parler de quelque chose qui les fascine, et ouais, voilà. Je pense que c'est un problème que d'être imposé. Après, c'est sûr qu'il y a des connaissances de base qui sont importantes à avoir, mais... C'est vrai que j'ai pas beaucoup souvenir d'avoir été encouragé à chercher ce qui m'intéressait et à amener mes propres centres d'intérêt, ma propre curiosité à l'école. Il y a pas vraiment, en fait, pour moi, c'est la base de l'apprentissage, c'est la curiosité. Quelque chose qui t'intrigue, tu vois que tu comprends seulement une petite partie d'un sujet, et du coup, tu as envie de creuser. Ça, c'est la curiosité, et ensuite, tu commences à tirer le fil de l'apprentissage. Et à l'école, on t'impose des trucs qui peuvent être très intéressants, et moi, je regrette même peut-être d'une certaine façon de pas avoir bénéficié un peu de ça, parce que on a passé des heures assis sur une chaise, et en fait, on n'écoutait pas du tout. Enfin, on n'écoutait pas 80% du temps. Et je pense, à l'âge qu'on avait, genre surtout 16, 17, par là, c'est un peu ton âge un peu rébellion, genre t'as pas envie qu'on t'impose des choses, et du coup je pense que ça clash encore plus cette idée d'être imposé quelque chose, parce que même si ça pourrait t'apporter quelque chose, t'es vraiment un peu dans le... Moi en tout cas, je ressentais ça, où j'étais vraiment... Dans la résistance. Dans la résistance. Et je le ressens encore un peu, j'aime pas faire des choses qui me plaisent pas, ou d'être forcé à faire des choses qui me plaisent pas, même si au final je me rends compte que j'ai appris un truc. Mais je pense c'est quand même une leçon que j'ai appris, c'est que on peut quand même apprendre de tout, parce que même à l'université aux États-Unis, t'as un cursus imposé, avec des cours imposés, et même si c'était pas forcément des trucs qui me fascinaient, je me disais bon, je suis là, je vais devoir me taper ces cours, autant apprendre un truc et pas gâcher mon temps, parce que le temps c'est quand même vachement précieux. Et il y a des trucs, j'ai peut-être oublié 99% des choses, mais il y a forcément des trucs... Quand même pas. Et ça m'a appris à apprendre des trucs que, de base, peut-être, ils m'intéressaient pas. Ça m'a appris à forcer ça dans mon cerveau. Est-ce que maintenant, tu dirais que t'as un peu intégré ça, justement, le fait de chercher des nouvelles choses et d'apprendre sur des sujets qui sont pas forcément naturels pour toi? Pas forcément des sujets qui sont pas naturels, mais juste un peu de tout, et même des sujets qui sont naturels que j'ai envie d'apprendre. Je pense la musique, la production, ce que je fais maintenant presque à plein temps, j'ai quasiment tout appris tout seul, et j'ai utilisé un peu les mêmes méthodes que j'ai apprises à l'université en apprenant d'autres choses
pas forcément m'intéresser, mais là du coup ça m'intéresse, du coup je peux me consacrer plus de temps et j'ai pas l'impression de perdre mon temps ou de me forcer à le faire. Mais j'utilise un peu les mêmes méthodes que j'ai apprises en apprenant d'autres choses. Mais j'avais un cours intéressant, j'avais un prof un peu fifou qui nous forçait à prendre, genre c'était le cours le plus dur que j'ai jamais pris, et il nous faisait faire des quiz genre toutes les semaines. Il nous donnait des pages et des pages entières à apprendre, c'était vraiment genre, en fait c'était impossible. Mais ça m'a forcé à apprendre beaucoup d'informations en très peu de temps. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose, même si du cours lui-même, j'ai pas retenu énormément de choses, j'ai quand même appris vachement à accumuler énormément d'informations en très peu de temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et est-ce que tu avais une méthode à ce moment-là pour apprendre ça? Ouais, du coup, genre, je lisais beaucoup. Et j'ai appris surtout à prendre des notes sur ce que je lisais. Parce que je pense écrire les choses à la main, en tout cas pour moi, écrire les choses à la main, je trouve ça permet de vraiment l'assimiler dans ma tête. Du coup, je prenais beaucoup de notes et des fois, je recopiais mes notes à la main, presque comme genre une dictée ou un truc. Et à force de recopier les choses plusieurs fois et de les relire, les recopier, les relire, au bout d'un moment, ça rentrait dans ta tête, quoi. Et j'ai un peu fait ça même genre avec des trucs qui m'intéressent, où genre j'apprends un truc, je prends des notes, je les relis, peut-être je les recopie quelque part d'autre, tu reprends des notes sur tes notes et tu condenses jusqu'à que tu as distillé ça en quelque chose t'as juste les choses les plus importantes que tu dois savoir en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la vie et dans l'apprentissage d'autres choses. Mais ouais. Mais j'ai une petite anecdote drôle. Je peux parler de drogue sur ce podcast? Tu peux parler. Il n'y a aucun sujet tabou. Ok. Du moment que ça reste légal d'en parler. Non, mais on s'en fout, vas-y. Avec ce cours en particulier, je me souviens, je devais prendre 3 cours avec ce prof, parce que c'était genre le chef de mon cursus, de mon major. Pour info, j'ai fait... C'était quoi le sujet? Music management. Le cours? Music management, c'était l'intitulé du bachelor. Et le cours, c'était... Je crois que c'était... J'ai pris 2 cours avec lui. Ce cours-là, je pense que c'était mon premier cours avec ce prof. On m'avait déjà parlé de ce prof, on m'avait déjà genre... Ah, c'est un peu une légende. Ouais, c'est un peu une légende dans le cursus. Et alors, qu'est-ce qu'on t'en avait dit? On m'avait dit, fais gaffe, ce mec, genre, il est pas... Genre, il laisse... juste pour... Il fait genre... tu sais, genre, il y a un cours, le capstone, genre, c'est le cours que tu dois passer pour avoir ton bachelor dans ce truc, et c'est lui qui le donne. Et je crois qu'il y a la moitié de la classe qui a fail, genre, qui a... Genre, pendant le semestre, il y a la moitié de la classe qui est partie. À cause de ce prof? À cause de ce prof. Normalement, c'est beaucoup plus haut. Normalement, c'est... Tout le monde... Quasi... Enfin, surtout aux États-Unis, c'est pas très dur. Bon, il y a toujours des profs un peu renommés pour pas être facile, mais lui, c'était vraiment le prof où, genre, il y avait la moitié de la classe qui a abandonné, tu vois. Et on m'avait déjà un peu parlé de ce prof. Mais on m'a dit qu'il va t'aimer parce que je suis français et qu'il kiffait la France. Et je pense que ça m'a un peu rapproché de lui au fur et à mesure du cours, mais j'arrive au tout premier cours avec ce prof. Et pour contexte, je venais juste d'aller à un festival de musique le jour d'avant, mais je me dis, j'avais pris un peu des choses qui font booster c'est quoi le bonheur? T'avais pris quoi? J'ai pris de l'ecstasy. Le jour d'avant? Le jour d'avant. Oui, mais ok. Mais du coup, parce que... Mais l'ecstasy, il y a un gros come down le prochain jour. Ok. Où tu sens une redescente. Une grosse redescente, parce qu'en fait, ça te booste la dopamine. Je crois que c'est la dopamine, non. Sûrement. C'est le truc du bonheur. Et après, quand t'en as plus, du coup, t'es déprimé. À mon avis, ce serait plutôt les endorphines, mais... Non, c'est pas les endorphines. Tu sais quoi, pendant que tu parles, je fais un petit fact-checking. Et du coup, j'avais pris un peu de ça. Et mais je me suis dit, c'est le premier cours, ça va être tranquille. Il y a pas de souci. Genre, chaque fois que j'allais la première semaine de cours, de toute façon, tu t'es juste là, un peu là, avec ton cahier, tu prends vite fait des notes, c'est tout le monde. En fait, tu lis le syllabus et le prof, il te dit, bon, bah, on va faire ça, mais c'est pas vraiment une vraie semaine de cours. Mais le lendemain matin, je vais à son cours, il fait genre, bon, bah, quiz.
Et apparemment, il y avait genre tout un truc, genre tout un tas de lectures à faire avant de même commencer le premier cours que je n'avais pas lu. Et du coup, le temps que je lise la première question, il fait bon bah time's up, rendez vos feuilles. Et moi j'étais là genre, mais j'ai rien écrit. T'avais rien écrit? J'avais rien écrit. Bah j'avais rien lu. J'arrivais même pas, genre ma tête c'était le brouillard, j'arrivais même pas à lire la première question. Déjà t'aurais été dans un état normal, ça aurait pas marché. Ça aurait pas marché, mais là en plus je pouvais même pas lire le truc, tu vois. Et du coup, je suis genre putain, bon bah c'est fini pour moi, je vais foirer ce cours, 0. Je vais foirer ma vie. Bah tu vois, donc ça veut dire que ça, là tu foirais ton année potentiellement. Non, mais juste dans ma tête, j'arrive premier jour, je peux même pas lire la première question, tu vois, et en plus t'es dans le calm down, t'as genre cette dépression et tout. Du coup, tout était amplifié. Tout était amplifié, j'étais bon bah c'est bon, j'ai foiré ce cours, on m'a dit que ce prof était impossible, j'arrive même pas à faire le premier jour de cours et tout. Et je vais à la bibliothèque et je vais chialer. Je chialais, bah ouais, j'étais, tu vois, dans le moment de genre, je viens juste de passer une des plus belles journées de ma vie, et tout, il y a tout au calm down, il y a tout cette pression qui te, et ouais, non, mais au final, je suis devenu pote avec le prof et j'ai eu une plutôt bonne note et tout, mais dans ce moment-là, j'étais, bon, bah, c'est fini. T'as juste eu un 0 pour ce truc-là? Ouais. Après, j'ai eu un A dans le cours. Mais en fait, ça aussi, c'était une chose, c'est que apprendre des choses qui me faisaient kiffer, c'est que en fait, c'était pas si dur d'avoir des bonnes notes. Alors qu'au lycée, c'était vraiment genre, si je voulais avoir une bonne note, il fallait vraiment que je me force à faire quelque chose genre, c'était de la torture presque. Attends, juste pour finir sur l'ecstasy. Ouais. Ça facilite la libération de sérotonine, dopamine et noradrénaline. C'est ça. Donc, dopamine, c'est l'hormone du plaisir, entre guillemets, du système de récompense. C'est la sérotonine. La sérotonine, c'est aussi une hormone qui favorise. Alors, je sais pas si c'est. Mais c'est la sérotonine qui est une hormone ou un neurotransmetteur, mais en tout cas, ça favorise l'endormissement, notamment. C'est la sérotonine, tu vois, c'est une sensation d'apaisement et tout. Noradrénaline, on sait ce que c'est. C'est la même chose que l'adrénaline, on sait tout ce que c'est. Ouais, mais c'est ça, la sérotonine et la dopamine que, en plus, enfin, quand tu calm down, t'en as plus, en fait, dans ton système, et du coup, t'as juste l'impression que tout est noir. Que tout est noir. Et j'ai mon pote avec qui j'étais allé au truc, il m'a dit, ouais, moi aussi j'ai chialé parce qu'il y avait quelqu'un qui, genre, on travaillait au même endroit de vêtements, et il y avait un mec juste, il était trop gentil avec moi, et il m'a serré la main à la fin et tout, et genre, ça m'a juste, j'ai commencé à chialer. Mais voilà, la petite anecdote, comme quoi, prenez des drogues, mais prenez pas d'examen après. C'est vraiment une belle morale. Ouais. Mais ouais. Puis en plus, l'ecstasy, c'est légal ni en France ni aux États-Unis. Bah là, aux États-Unis, commence à la base, l'ecstasy, c'était une drogue qui a été développée par des psychothérapeutes pour libérer. Donc la MDMA. L'MDMA, l'ecstasy, c'est un peu la même drogue en fait. L'ecstasy, c'est juste une forme de MDMA. Et à la base, c'était développé par des psychologues pour faciliter. La MDMA, c'est contenu dans l'ecstasy, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'était développé par les psychologues pour faciliter. Wow, tu mets une petite musique. L'ecstasy, c'est une drogue. Oui, du coup, ça a été développé par les psychologues pour faciliter la parole. Enfin, ça permet un relâchement du self et de la personne et ça facilite le dialogue. L'extraversion. Ouais. Et du coup, ils ont commencé à l'utiliser dans des domaines de thérapeutie. Et c'est notamment très efficace pour le PTSD. Tu dis ça comment en français PTSD? Ouais, Post-Traumatic Stress. Le syndrome de stress post-traumatique. Ouais, bah voilà, c'est très bon. Bah, les gens qui vont à la guerre et tout ça et qui ont du mal de parler de leurs expériences. Et du coup, ça a été développé pour ces recherches-là. Ça s'est prouvé très efficace, mais bien sûr, comme toutes les choses aux États-Unis, dès qu'il y a 2-3 personnes qui sont « Ah ouais, mais en fait, on peut aller faire des raves et on peut s'amuser et on n'est pas obligé de faire partie de la société comme on veut qu'on fasse partie de la société. » Du coup, ça a été illégalisé avec tout le war on drugs de comment il s'appelle, Nixon.
Ça fait partie de ça, le marijuana, plein de choses. Et maintenant, enfin, c'est en train de reprendre, les recherches sont en train de reprendre et peut-être ça va être légalisé pour la psychothérapie. Tout comme les champignons et enfin c'est le psilocybine. Ouais. La psilocybine, ouais. c'est la substance active contenue dans les champignons hallucinogènes. Et quoi d'autre? Et la DMT, c'est kétamine. La kétamine, c'est quoi? C'est aussi une drogue synthétisée. Je sais pas exactement comment décrire ça. Je crois que à la base c'est un painkiller. Enfin, mais anesthésique. Ouais, c'est un anesthésique, mais qui aussi est utilisé maintenant. La kétamine est un anesthésique général non barbiturique d'action rapide administrable par. Faites gaffe avec les non barbituriques. Mais ouais, ça aussi c'est utilisé vachement maintenant dans les recherches de psychologie et psychothérapie. Et ça aide beaucoup avec la dépression, la PTSD. Il n'y a pas de. C'est utilisé pour les anesthésies générales. Ouais, c'est aussi utilisé pour les anesthésies générales. Mais il y a un côté psychologique aussi qu'ils sont en train de rechercher. Comme quoi, les drogues, c'est pas si. En France aussi, la recherche commence à s'ouvrir à ça, aux psychédéliques. Bah, je pense notamment pour les addictions. Ouais, pour les addictions, c'est très bien. Pour les gens qui sont atteints d'un cancer ou d'une maladie grave où ils savent qu'ils vont mourir, apparemment, ça les aide beaucoup à accepter la mort. Et même juste à être plus eux-mêmes avec leur famille. Et, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui peuvent en sortir. Après, vraiment, c'est fait dans un environnement très contrôlé. C'est pas juste quelque chose que t'es genre, ouais, bon, bah. Non. Mais je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans ça et dans les recherches. Et j'espère que ça va s'ouvrir. Enfin, que ça va être plus accepté. Parce qu'il y a quand même une connotation vraiment négative avec beaucoup de drogues qui est pas forcément. Enfin, c'est presque de la propagande, je trouve. Surtout quand tu regardes la guerre sur les drogues avec Nixon et tout ça, il y avait énormément de propagande anti-drogue. Et je pense que c'est ça aussi, ça change ta perception de la drogue et aussi tes appréhensions envers cette drogue. Mais après, bon, c'est comme toute drogue, c'est dangereux. Mais je pense que dans un milieu contrôlé, ça peut avoir beaucoup de valeur. Voilà. Je sais pas comment on est arrivé là-dessus, mais... parce que ton cours, l'école et tout... Comme quoi, il y avait de la valeur dans moi qui prenais de la drogue. Mais ouais. Je sais pas s'il y avait vraiment... Je sais pas je pense qu'il y a de la valeur même quand tu fais ça pour le fun. Juste d'avoir d'autres perceptions du soi et de... Ça dépend beaucoup de la fréquence dans ce cas-là. C'est sûr, mais c'est comme toute drogue. Ouais. Mais tu vois, moi je me pose cette question-là en ce moment par rapport à l'alcool. Parce que là, j'ai arrêté complètement de boire de l'alcool. Depuis, en fait, j'ai dû en boire peut-être 2 fois depuis début janvier. Donc là, on est début mars. Et avant, j'en buvais, je pense, à peu près 1 fois par semaine. Ce qui est pas non plus une grosse consommation pour un Français moyen, je pense. Surtout pour un musicien. Mais déjà ça, en fait, je me disais, à quel point c'est pas une compensation de boire de l'alcool et je me demandais ce que ça m'apportait vraiment aussi d'aller boire des verres avec des gens. C'est vrai qu'il y a certaines soirées qui sortent vraiment des autres et en général, c'est les soirées où je rencontre des nouvelles personnes, des personnes qui sont très différentes de moi, avec qui j'ai des conversations et que j'ai des conversations inattendues et que j'apprends des choses. Et l'alcool, c'est un peu un lubrifiant qui te permet de... c'est pas le mot en français, je pense. Non, une petite lubrifiant social. Lubrifiant social. C'est pas tout de suite, ça paraît. J'ai inventé un. Ça paraît très graveleux, mais peut-être que ça se dit. Enfin, mais c'est tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, un liant. Ouais, je sais pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que les drogues légales sont probablement les drogues qui apportent peut-être le moins à la personne. Genre le tabac, je pense que ça apporte absolument rien de positif.
Non, mais après, l'alcool, c'est quand même une drogue. En fait, ça a quand même un effet. Si t'es réceptif à l'alcool, l'effet est hyper agréable. Parce que surtout si t'es... Avec modération, bien sûr. Si t'es réceptif... Non, mais même sans modération, sur le moment, je parle. Si t'es quelqu'un de plutôt introverti, que t'es réceptif à l'alcool, parce que tout le monde réagit pas bien à l'alcool. Il y a des gens, ils n'aiment pas l'effet. Ou il y a des gens juste qui sont... Il y a des gens qui ont digèrent pas pas. Ouais, j'ai un pote, surtout en Asie, il y a beaucoup de gens qui ont pas l'enzyme. Comme pour le lactose. Ils deviennent juste rouges et c'est pas agréable, quoi. Et peut-être tant mieux pour eux. Ouais. Mais après, il y a quand même quelque chose d'agréable dans un bon vin. Enfin, il y a juste un point de vue gustatif. Il y a le point de vue gustatif, c'est vrai, mais là, du coup, en fait, t'es pas forcément en train de le faire pour les effets. C'est plus juste pour... Ouais, mais tu te retrouves quand même à boire, tu vois. Ça, c'est un truc aussi auquel j'ai réfléchi, parce que donc là, ça fait quelques mois que j'ai une nouvelle passion pour le café, et je commence à m'intéresser au terroir, et en fait, c'est infini, tout ce qu'il y a à apprendre sur le café, et c'est passionnant. Et du coup, je me suis mis à un peu m'intéresser, à regarder ce qu'il y avait autour en termes de cette même logique-là, même si dans le café, il y a tout l'aspect conception, il y a le fait de faire du café, il y a même la torréfaction du café, il y a plein de niches à l'intérieur de la passion café. Mais bon, pour ce qui est des terroirs et de ce truc-là, il y a le thé, il y a le café, il y a aussi le vin. Et le vin, c'est un énorme truc. Et du coup, c'est quelque chose, je suis sûr que ça m'intéresserait énormément, mais je me suis dit, non, je vais pas rentrer dedans parce que tu peux pas être passionné de café. Tout, hein. Déjà, là, tu vois, je me suis retrouvé à boire 4-5 cafés par jour depuis quelques semaines. Mais ça aussi, c'est une drogue, je trouve, le café. C'est une drogue, ça atteint les personnes de manière différente, comme toutes les drogues. Bien sûr. Mais du coup, je me suis dit, le vin, si je commence à m'intéresser vraiment au vin, bah, je vais me retrouver à en boire plus souvent, et c'est pas quelque chose que je veux. Du coup, j'abandonne le truc. Et du coup, pour finir sur l'alcool, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Parce que c'est la question, en fait, c'est la question que je me posais ces derniers temps, c'est est-ce que ça vaut le coup de boire de l'alcool vraiment à aucun moment, en fait? Une fois que tu as déjà bien vu, en fait, une fois que tu as déjà vu les effets d'une drogue, parce que moi, je considère ça vraiment à égalité avec, au moins avec le cannabis et peut-être avec d'autres drogues, mais que j'ai pas essayé. C'est plus dangereux que le cannabis. Oui, mais en tout cas, c'est plus dangereux dans le sens que l'alcool avec les benzodiazépines, c'est presque la même chose. Donc la benzodiazépine, c'est la molécule contenue dans le Xanax, notamment l'anxiolytique le plus connu. C'est les seules drogues qui peuvent te tuer au moment du sevrage. Si t'es pas sevré correctement, si t'as une grosse consommation et que tu t'arrêtes du jour au lendemain, tu peux mourir. Et il y a que avec l'alcool et les anxiolytiques, avec les benzodiazépines que ça arrive. Et donc c'est de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est les drogues les plus puissantes. Enfin, les plus dangereuses. Les plus dangereuses. Pas les plus puissantes, les plus dangereuses. Ça et les painkillers, tout ce qui est Benadryl et tout ça. Héroïne. Comment ça s'appelle? Mais aussi tous les la morphine. L'opium, les opioïdes. Les opioïdes synthétiques, ça aussi c'est extrêmement dangereux. Je pense non, l'héroïne, après là c'est la question de l'overdose. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent un peu et après qui en reprennent, mais ils prennent la dose qu'ils avaient l'habitude de prendre et c'est ça qui les tue. Mais du coup, je voudrais juste continuer. C'est fun ce podcast. Ouais. On parle de choses. C'est vrai. En plus, le dernier podcast, on a parlé aussi de drogue pendant une demi-heure. Okay. C'est la saison des drogues. On parlait surtout de psychédéliques et de des DMT presque exclusivement. Donc DMT, ce qui est libéré quand on meurt, l'ayahuasca, tout ça. Pour finir sur le sujet de l'alcool, je trouve que c'est intéressant de se poser la question pourquoi on boit. Je pense qu'il y a un truc culturel de base. C'est quand même genre ancré dans notre culture. C'est, je pense, la drogue que tu prends au plus jeune âge. C'est la drogue nationale en France. Ouais, c'est vraiment un peu. Mais du coup, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi lubrifiant social, mais mais en fait, ça me paraît juste lubrifiant social. C'est ce côté de. C'est vrai que surtout si t'es un peu introverti comme moi. C'est vrai que ça aide à
Il y a des vins qui s'appellent lubrifiant social. Bah, tu vois, ça doit forcément être un truc alors. Ouais. Mais du coup, ça aide quand même vachement quand tu connais personne à une soirée, je sais pas, tu bois. Je pense, il y a beaucoup de personnes qui boivent juste pour se mettre un peu plus à l'aise. Et après, il y a ce côté pendant la période où t'es bourré, où ça te libère un peu. Enfin, pas pour tout le monde, mais t'as un peu ce côté de. Mais en fait, ça répond pas complètement à la question parce que ça, c'est quel est l'effet. C'était quoi la question déjà? Pourquoi on boit? Pourquoi on recherche cet effet en fait? Pourquoi on recherche cet effet? Tu vois, est-ce que c'est par anxiété, par comme toutes les drogues en vrai, c'est pour un peu se distancer de ses problèmes, du moment présent. Du coup, ouais. Du coup, si tu penses ça, ça veut quand même dire que la consommation d'alcool est juste parce que tu veux altérer un peu problématique. Juste parce que tu vas altérer ta perception. C'est un peu toutes les drogues à de différents degrés. Non, mais c'est sûr. Mais toujours pareil, on peut toujours creuser. Pourquoi vouloir altérer sa perception? Bah, je pense que c'est parce que ça peut venir de plusieurs choses. Peut-être parce qu'on se fait chier. On se fait chier. On a... En fait, c'est ça aussi. C'est un truc. Mais aussi l'expérimentation. Genre, ce qui est cool avec les psychédéliques, ça altère vachement ta perception. Mais c'est pas un truc que tu vas faire tous les jours. C'est juste pour... Non, parce que aussi, c'est trop puissant. C'est trop puissant et c'est genre... C'est pour ça que pour moi, c'est pas la même discussion avec les psychédéliques et avec l'alcool. Parce que l'alcool... Non, c'est pas la même discussion, l'alcool, tu peux complètement en boire tous les jours. Ça va pas être bon pour toi du tout. Pareil avec la weed. Il y a plein de gens qui le font. Pareil avec le cannabis. Il y a des gens qui préfèrent leur perception qui est constamment altérée. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Je pense que ce qui est cool avec les psychédéliques, ça altère beaucoup ta perception, mais tu vas pas le faire tous les jours. Et du coup, ça apporte à ta perception habituelle de tous les jours. Je pense à peu près pareil, ouais. Même si j'ai jamais pris de psychédélique, je me dis j'en prendrai sûrement un jour. Et je verrai ça comme... mais je veux que ce soit aussi dans le prolongement de mon chemin spirituel et de ma pratique de la méditation et d'une recherche de... Ah, mais après, tu peux aussi parler d'un point de vue créatif. Comment, genre, il y a Bien sûr. Il y a des gens qui fument de la weed et qui sont des musiciens, des écrivains assez incroyables et ça les aide à créer. Dans l'aspect de... Pareil pour l'alcool, il y a beaucoup rewiring, comment tu dirais ça? Recablage neuronal. Recablage. Mais pareil pour des écrivains, il y a beaucoup d'écrivains qui sont alcooliques. Genre, c'est assez connu. L'absinthe et tout la ça. littérature. Et la littérature. Baudelaire. Après, ça pose la question de est-ce que l'alcool rend l'écrivain meilleur? Ou est-ce qu'il se trouve que c'est juste... qu'il se trouve qu'il pourrait très bien écrire sans alcool? Mais encore mieux. Ou encore mieux, ou peut-être différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ou alors qu'il se trouve que c'est parfois des gens qui sont torturés qui produisent des belles œuvres, et qu'il se trouve que les gens torturés sont aussi alcooliques. Ouais. Et que du coup, il y a une corrélation, mais pas forcément lien de cause-conséquence. Mais après, je pense que je suis pas assez apte à donner une réponse à ça. Mais aussi, non, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'arriver à une conclusion, mais c'est intéressant de se poser la question parce que ça fait partie de notre quotidien. Et aussi, moi, j'ai l'impression que quand je bois de l'alcool, ça a une conséquence vraiment sur plusieurs jours. Parce que je vais moins bien dormir la nuit d'après. Ensuite, le lendemain, je vais être un peu moins productif, je vais peut-être me lever un peu plus tard, et ça risque d'avoir un effet en cascade, un effet domino sur les jours à venir. Je pense que ça dépend aussi de ton âge et de ton métabolisme. En tout cas, moi, je sens une grosse différence entre quand j'avais genre 20 ans et je buvais de l'alcool et maintenant quand je bois de l'alcool, genre... Alors que tu n'as que 25 ans. Je me sens vieux quand même. Mais ouais, je sens quand même une différence. Que là, les gens qui ont 40, 50 ans ou plus qui écoutent ça, ils vont te trouver... Ouais. J'espère que je me suis pas fait d'ennemis. Mais après, l'âge, c'est dans la tête. Mais je sens quand même une différence. Moi, c'est vrai que je digère pas très bien l'alcool de toute façon. Je sens qu'en général, ça me fait un peu mal au ventre. Donc, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'en bois plus. Mais c'est aussi que je me dis... je peux voir des amis déjà dans la journée, pas que toujours le soir, pas que forcément le vendredi soir, le samedi soir, autour d'une bière qui se transforme. Et c'est aussi ça, et ça c'est le même raisonnement avec le sucre et avec toute substance potentiellement addictive. C'est très difficile, ou avec les spéculoos, pour donner l'exemple des spéculoos, c'est très difficile de manger un spéculoos. Mais moi je peux le faire. Ouais, mais ça demande tu vois.
Mais ça demande. C'est plus facile de manger 0 spéculoos que 1 spéculoos. Non, mais je pense que c'est aussi du self-control. Pour moi, en tout cas. C'est un truc qui se travaille. Genre, oui moi, je peux non, très parce bien. qu'il y a des moments. Je peux très bien boire juste une bière. Non, en fait, oui et non. Pour moi, ça dépend des moments parce que si je me dis ça, je vais toujours faire reposer les choses sur ma seule force de volonté. Alors que si je me mets, c'est pour ça que je me mets beaucoup de règles souvent. C'est parce que du coup, dans les moments où vraiment je pourrais craquer, dans les moments où je suis faible, où je suis d'un point de vue de la volonté, ou dans des moments où je suis un peu déprimé ou un peu triste, ou tout de suite la bouffe, l'alcool, tout ça, toutes ces substances, ça vient combler un vide, ça devient une compensation, c'est quelque chose qui nous rassure. Et si on se repose seulement sur la force de volonté, dans ces moments-là, c'est impossible de manger un seul spéculoos. Moi, je pense que c'est aussi un truc de personnalité, tout comme l'addiction, c'est un truc de personnalité aussi. Il y a des gens qui ont plus une personnalité addictive. Toi, tu penses que non? De quoi? Que non. Que toi, t'as pas une personnalité addictive, non. Pour le self-control, c'est vrai que si j'ouvre un paquet de chips, je sais que c'est plus facile pour moi de juste pas acheter de chips que de juste manger 2 chips. Mais je sais qu'il y a des choses qui me donnent du plaisir. Du coup, en fait, c'est plus facile pour moi de juste en manger un tout petit peu que de pas en manger. Parce que si j'en mange pas du tout, après, je vais avoir des moments où je vais vraiment avoir envie d'en manger. Et après, là, c'est ces moments-là tu vas faire un craquage où et je vais ça faire va un être pire. craquage. Du coup, en vrai, c'est mieux de juste une petite viennoiserie de temps en temps, tu vois, genre, où je m'accorde un peu de plaisir. Aussi, la vie, elle est courte quand même. S'il y a un truc qui te donne du plaisir dans ta vie et qu'il n'y a pas, il n'y a pas vraiment un danger, genre, dans la consommation en modération, pourquoi ne pas y aller, tu vois? C'est un peu tu fais un peu une liste de pros et cons et tu fais ta décision. Du coup, ça m'amène un peu tout ça au fait que à partir de demain, je vais faire un mois carnivore. Et du coup, ça va être un moyen d'explorer un peu Mais tout toi, ça. je crois que t'as une personnalité où c'est peut-être plus que toi, j'ai du mal à... En fait, j'arrive bien, si je me mets une règle, à la suivre et à faire zéro, tu vois, éviter complètement un truc. Par exemple, j'ai déjà fait 3 mois sans aucune caféine. Et tu vois, et là, dernièrement, je buvais 4-5 cafés par jour. Mais c'est juste que si je me mets la règle, j'arrive à la suivre. Ouais. Par contre... Si t'as pas la règle, tu pars un peu dans le... Ouais, il me Alors faut que défiler. moi, c'est presque genre, en me laissant je prends le café par exemple, en me donnant genre, ouais, je vais boire du café un peu tous les jours. Au bout d'un moment, je suis genre, je trouve que ça me fait plus trop d'effet, ou j'ai l'impression que j'en bois un peu trop. Du coup, je m'arrête naturellement. J'ai envie de m'arrêter, en fait, parce que je me suis autorisé à le faire. Et en fait, il y a moins ce côté un peu, je sais pas, en fait, tu donnes trop de valeur à la chose, en quelque sorte, en te disant que tu peux pas l'avoir. Et du coup, en m'autorisant à l'avoir, j'ai moins ce besoin d'overdose de café. Ouais, je comprends. Et du coup, après, je me mets des règles un peu comme, faut écouter son corps. Moi, je sais que si je bois du café trop tard, genre après 14 heures, je bois jamais de café. Juste parce que je sais que mais moi, j'ai vraiment cette idée de est-ce que le bénéfice que ça va m'apporter versus le malheur que ça va me faire. Si j'en bois genre trop tard, je vais pas pouvoir dormir, ça me nique ma vie, ça me nique ma journée, ça me nique plein de choses. Et est-ce que vraiment ça m'a apporté grand chose de boire du café à cette heure-là? Non. Du coup, je le fais pas. Mais je m'autorise à en boire régulièrement et je me dirai jamais non, ça, je vais jamais boire de café pendant un mois. Enfin, je vois pas l'intérêt. Parce que de toute façon, j'en bois pas tous les jours parce que j'ai pas envie d'en boire tous les jours parce que je peux en boire un peu quand je veux, quoi. Mais je pense que c'est vraiment un truc de personnalité. Bah, y a des gens qui boivent de l'alcool et après ils deviennent addicts et si juste ils s'arrêtent pas et leur vie elle est foutue. Moi, je sais que ça va jamais être un problème pour moi. Mais ouais, bon après, je sais que j'ai pas non plus une personnalité très... Je sais pas si ça se dit vraiment une personnalité addictive. Non, peut-être pas, mais... Enfin bref, je sais que je suis pas non plus trop prompt à l'addiction. Mais tu vas un peu dans le... T'aimes bien aller dans l'excès des fois. J'aime bien tester la limite. Après, quand je m'impose un mois ou une période comme ça à ne pas prendre une certaine substance, c'est plus du domaine de l'expérience. C'est pour voir ce que ça fait à mon corps et ensuite
et ensuite, ça peut changer mon comportement à vie, tu vois. Non, mais c'est intéressant aussi, t'explores un peu. Parce qu'après, je vois ma relation avec la sûr. chose et elle peut devenir plus saine. Non, c'est sûr. T'apprends beaucoup de choses sur ton corps en faisant ça. Bah là, je me dis, tu vois, de faire carnivore, j'ai jamais fait un truc aussi extrême. J'ai jamais fait. Et là, maintenant, tu vois, là, déjà, je l'ai annoncé, je vais être obligé de le faire. Et puis, j'ai prévu de faire une vidéo YouTube où je documente un peu le truc. Et ça fait longtemps que je veux le faire pour voir ce que ça fait à mon corps et aussi pour voir si ça peut atténuer ou voire régler certains problèmes de santé que j'ai, des trucs chroniques, parce que je sais que c'est le cas pour certaines personnes. L'idée principale derrière le régime carnivore, c'est que c'est un peu la diète d'élimination la plus poussée, parce qu'il n'y a pas d'allergie à la viande. Après, il y a des allergies aux fruits de mer. Je crois pas que j'en ai. Moi, je sais pas si je vais manger des fruits de mer pendant ce mois-là, mais en tout cas, si tu manges que de la viande, tu peux pas avoir de réaction allergique ni d'intolérance. On digère tous. Après, ça dépend de la qualité de la viande. Je vais manger que de la viande bio, et des œufs bio et du poisson bio, du sel, de l'eau. C'est tout ce que je vais manger. Est-ce qu'il est bio, ton sel? Est-ce que l'eau est bio? De l'eau filtrée du robinet. Peut-être je devrais boire de la Fuji Water. Ouais, mec. Ouais, mais là, déjà, ça va me coûter cher ce mois. Tu crois que ça va coûter plus cher d'être coca? Bah ouais, en fait, la viande, acheter ça coûte beaucoup très de cher. la viande. Ouais, oui, mais après, du coup, je ferai pas de resto. Et j'accepte que ça va me coûter cher. C'est vrai que t'économises sur les restos, mais tu dois compenser en mangeant quand même beaucoup de viande. Tu peux manger du saucisson. Il faut que je me renseigne le problème, c'est sur la composition du saucisson. Ouais, c'est ça, que dès que tu manges des trucs un peu genre transformés, tu peux non, mais en fait, je sais pas vraiment comment c'est fait le saucisson. C'est une bonne question. Faut que je me renseigne. Après, a priori, c'est que de la viande du saucisson. Ouais. Et je vais essayer aussi d'avoir une bonne quantité de graisse. Du coup, il y aura pas de beurre non plus, même si je sais que le beurre, j'ai aucun problème. Et puis, de toute façon, le beurre, il y a plus de lactose dedans. Normalement, du beurre bio et tout, tu le digères bien. Il y a pas de problème pour la santé si tu manges pas une plaquette par jour. Selon ma connaissance modeste de l'état de la littérature. Mais ça dépend aussi de ton corps, si t'as des problèmes de cholestérol, des trucs comme ça. Bah justement, ça c'est un truc aussi. Et il faut que je fasse plus de recherches. Je me sens pas vraiment légitime pour rentrer dans le sujet maintenant du cholestérol. Tu manges du canard. Non, mais le truc c'est que même la question du cholestérol, en fait, longtemps on a cru qu'il y avait vraiment une corrélation entre le cholestérol alimentaire et le taux de cholestérol dans le sang, le LDL. Et en fait, c'est plus du tout évident maintenant. Et je crois que la littérature scientifique est plutôt divisée là-dessus. Mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de problème de... Mais il y a du bon et du mauvais cholestérol aussi. Écoute, je vais, avant de rentrer plus là-dedans, je vais faire plus de recherches et lire plus d'études, lire les méta-analyses sur le sujet. Et ce sera dans la vidéo YouTube qui sortira, je sais pas, d'ici 2 mois, un truc comme ça. Ok. Mais du coup, voilà, je vais voir ce que ça fait à mon corps, ce que ça fait à mon poids. C'est sûr que je vais... après, tu peux prendre de la masse je prévois de faire muscu poids de corps tous les 2 jours pendant ce mois-ci, donc un peu plus que ce que je faisais jusque maintenant. Après, t'as de la protéine, c'est déjà bien. Oui, et il faut voir, parce que du coup, le truc, c'est que la sensation de satiété arrive... Tu vois, si tu manges un steak, mettons, de 300 grammes, après, t'auras plus envie d'en manger, t'as plus faim, voilà, t'as atteint la satiété pour ça. Mais en fait, par contre, si on t'amenait un plat de pâtes, c'est très possible. Faim, mais pendant très longtemps. Non, mais si on t'amenait un plat de pâtes après ce steak-là, c'est possible que tu sois capable de le manger. Par contre, un autre steak, tu serais pas capable parce que la satiété, elle est aussi relative à ce que tu manges. C'est-à-dire qu'après, il y a une fatigue tu vois, il y a une lassitude. Faut que tu changes un peu de viande et tout, mais c'est vrai que... Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, c'est possible que je mange pas autant ou que je ne sois pas capable de manger des quantités aussi, suffisantes pour prendre vraiment de la masse musculaire. Si je mange pas beaucoup de légumes, le lendemain, je vais avoir envie de légumes. Tout comme si je mange pas beaucoup de viande, je vais avoir envie de viande. Genre, je me souviens quand j'étais végétarien, je faisais des rêves de manger de la viande. Du coup, il y a ce côté-là aussi de ton corps, il réclame des choses qui se manifestent du coup dans tes rêves carrément. Ouais. Mais ouais. En fait, ce qui va être le truc, c'est, je vais parler très franchement, je sais très bien ce qui m'attend. J'ai déjà fait 10 jours de keto, donc de diète cétogène, c'est-à-dire sans glucides, quasiment pas de glucides. Mais en fait, c'était pas vraiment keto parce que pour que ce soit keto,
Alors, je sais pas si ça vaut le coup que je rentre là-dedans maintenant, je vais pas me lancer dans des longues explications, mais en gros, c'est la diète cétogène, pour parler en bon français, c'est un régime où tu manges pas de glucides. Donc les 3 macronutriments, c'est glucides, lipides, protéines. Dans la diète cétogène, tu manges pas de glucides et l'idée c'est d'avoir une grande proportion de graisse, donc de lipides, pour que ensuite ton corps puisse convertir ces lipides en ce qu'on appelle des cétones et que ensuite ton cerveau peut utiliser et tout ton corps peut utiliser à la place des glucides et du glycogène. En fait. Tu restes en kétosis, donc en cétose, et du coup tu utilises un autre fuel pour ton corps. Une autre source d'énergie. Beaucoup plus de graisse du coup, et c'est pour ça que les gens ils font ça pour perdre du poids. Oui, ça peut aussi être un objectif. Mais du coup, pourquoi je disais ça ? Oui, que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait pendant 10 jours ce régime-là, donc je sais ce que c'est de manger aucun sucre. C'est-à-dire pas simplement pas de dessert, mais aucun riz, aucune pâte, aucun féculent, aucun sucre lent non plus. Et donc je sais que je vais avoir des cravings, je vais avoir des fringales, je vais avoir des envies de sucre. En fait, c'est très bizarre comme sensation parce que c'est que t'as pas faim, tu viens de manger et tout, mais t'as envie d'un truc. Ouais. C'est comme, de toute façon, on a tous déjà vécu ça, pas au milieu de la nuit ou un truc. C'est comme quand toi, des fois, t'as envie d'ouvrir le placard pour trouver du sucre et tu cherches. Il y a un truc animal qui se réveille. Ça m'arrive des fois, juste inconsciemment, je me déplace, surtout quand j'ai très faim. T'as déjà constaté ça, je me déplace vers le placard et je l'ouvre et je regarde. Et tu réfléchis. T'as pas encore réfléchi. J'ai un regard de zombie en fait, parce que je sais pas pourquoi je l'ai fait. Mon corps avance plus rapidement que mon cerveau a le temps de comprendre ce qui se passe, et du coup je suis devant le placard. On s'est tous retrouvés déjà à ouvrir le frigo sans avoir réfléchi, et on se retrouve devant le frigo, on se dit tiens, mais est-ce que ça c'est une addiction? Tu sais même pas c'est si comme les gens qui sont addicts à la clope qui ont envie de faire le geste. Mais en fait ça c'est aussi c'est ce qui est intéressant avec le jeûne aussi, c'est qu'on se rend compte en jeûnant qu'on est addict à la bouffe en fait tous. On est addict à se mettre des trucs dans la bouche. Et à mâcher. À mastiquer, ouais. Parce que, en fait, en général, ce qui arrive quand tu commences à jeûner, même quelques heures, que tu sautes un repas, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de sauter des repas, avant d'avoir la vraie faim, la sensation de faim physique, donc cette sensation de faim physique, c'est vraiment la gorge qui se serre un peu, c'est un truc que tu sens physiquement dans ta gorge. Je t'ai déjà ressenti en faisant des jeûnes de plus de 24 heures, c'est que t'as presque mal à la gorge, ça se serre là, et il y a ton corps qui t'appelle à manger. Mais avant d'avoir cette sensation vraiment de faim, en fait, t'as simplement envie de te mettre des trucs dans la bouche. Mais c'est con, mais c'est vraiment ça. T'as envie de te remplir la bouche, quoi. Ouais. Et voilà. Du coup, faut sucer des bites. Waouh. On va couper ça. Le podcast, il vient de changer de ton, là. T'as oublié que... Non, mais si je peux pas avoir mon humour débile, pourquoi faire ce podcast? Tu sais que ma maman écoute ce podcast. Hein. C'est pas grave. Bon, on va couper ça. Non, ça va pas. Désolé, maman d'Arthur. Je suis pas comme ça. Et du coup, pour finir sur ce que je disais, les trucs qui vont m'arriver... Maintenant, j'ai tout un concept de est-ce que ça peut aider. Mais c'est un peu comme le chewing-gum ou les choses comme ça. Tu peux juste... Est-ce que tu peux compenser cette envie en faisant un peu... en triquant ton cerveau à faire semblant que tu mâches quelque chose alors que tu mâches pas vraiment quelque chose. Tu vois? Un peu comme les addicts à la clope, ils ont des cigarettes en papier juste pour faire le... Oui, mais après, c'est pas une évidence qu'il faille se détacher de l'addiction. Parce que, en fait, on peut pas vraiment parler d'addiction à la nourriture, on en a tous besoin. C'est plus, je dis plus que ça peut être une expérience intéressante. Mais il y a certains aliments qui sont beaucoup plus addictifs de jeûner un peu. Comme le sucre. Oui. Mais ça peut être une expérience intéressante de jeûner juste pour se rendre compte que des fois, on mange par habitude et pas par faim, simplement. Et que des fois on mange plus que ce dont on a besoin, et aussi en mangeant moins notre métabolisme se ralentit un peu aussi, et c'est pas parce qu'on mange moins qu'on va, enfin on peut fonctionner en mangeant moins et fonctionner tout aussi bien, quoi, tu vois. Ouais. Peut-être. Enfin, je pense qu'il y a quand même un niveau de calories que tu dois
genre prendre par jour parce que de toute façon ton corps dépense naturellement des calories. Ouais, mais ce niveau il peut évoluer parce que tu vois, si tu te mets à manger moins souvent, en fait, ton corps il peut ralentir, il peut changer le métabolisme peut se ralentir pour s'adapter. Mais aussi ça dépend. En fait, c'est compliqué parce que c'est hyper personnel. Si tu fais de la. Je ne fais aucune recommandation de santé ou. Parce que si tu fais de la muscu, si tu fais plein de choses, ça va dépendre de ça. C'est sûr. Et aussi de ton métabolisme. Et en fait, c'est aussi pour ça que, en fait, le plus naturel, ce serait d'attendre d'avoir vraiment faim pour manger, parce que du coup, tu manges la quantité dont tu as besoin. Et moi, de toute façon, je pense que c'est ce que je fais. Bah, je pense que c'est ce que tu fais parce que tu prends pas de petit-déj. Ouais, je prends pas de petit-déj. Si tu prends toujours un petit-déj, alors je dis pas qu'il faut pas prendre de petit-déj, mais moi, je me sens mieux. Si tu prends 3 repas par jour, tu manges avant de savoir si t'as faim. Aussi, c'est que la plupart des gens, quand ils prennent un petit-déj, ils prennent du sucre. Bah oui. C'est pas forcément le cas, mais c'est quand même le petit-déj de base. C'est le petit-déj un peu le plus répandu, effectivement. Mais c'est vrai que quand je prends pas de petit-déj, du coup, en fait, j'ai faim au déjeuner. Je mange un bon déjeuner. Après, faut pas abuser. Je pense que c'est ça le truc. C'est que tu peux te dire, ah putain, j'ai faim, du coup, vas-y, je vais manger masse de trucs. Mais en vrai, si t'as juste un peu de self-control, ça passe. Et après, je mange mon dîner, et voilà. Et en vrai, du coup, ouais, quand je mange, j'ai quand même vachement faim. Mais je me sens pas si mal après, forcément. Et en plus, quand tu manges et que t'as faim, c'est vachement meilleur. Le problème, c'est que moi, je mange très vite. Et du coup, là, je pense que j'ai fait des progrès, mais pendant un moment, j'étais, j'ai trop envie de ça. Genre, tu vois, t'as faim, tu rêves du truc, t'es genre, ouais, je vais manger ça va être grave bon et tout. Et après, t'arrives, 2 secondes plus tard, t'as fini le truc, t'es genre, ah ouais, mais en fait, j'ai pas vraiment apprécié le truc, j'ai juste avalé le truc. Mais ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est encore un autre problème, mais c'est un problème que j'avais, du coup, en fait, j'avais tellement faim, et du coup, tu rêves d'un truc, et après, tu l'as, mais en fait, t'en profites pas parce que t'as tellement faim que... Du coup, maintenant, j'essaie de prendre un peu plus le temps de savourer la chose. Mais c'est vrai que ça peut être problématique. Surtout quand t'as une grosse bouche comme moi. C'est vrai que t'as une bouche immense. J'ai une bouche immense, du coup, je pense que vous pouvez tous confirmer je peux mettre la moitié du burger en une bouchée, quoi. Bah ouais. Et c'est pratique pour ça. Et puis, en tant que bon américain, t'as des techniques pour manger hyper vite. Il a des techniques pour manger un burger sans que rien ne tombe. Parce que, en fait, tout arrive dans sa bouche avant de tomber. Dites-moi si vous voulez un podcast sur comment manger efficacement dans la rue alors que vous êtes en train de marcher quelque part et que vous devez manger un burger, parce que moi, je peux le faire. Et ouais, il y a des techniques ancestrales qu'on t'apprend. Mais c'est un peu des secrets de famille, tu vois. Autre truc qui va m'arriver quand je vais faire la diète carnivore. Ouais. Vas-y. C'est pas sexy, hein. C'est que je crois que j'ai une idée. Est-ce que je peux prédire ton caca? Ouais. Parce que bon, il va y avoir des fringales de sucre liées à l'arrêt brutal des glucides. Parce que en fait, ce que j'aurais dû faire normalement, une transition d'une ce que j'aurais dû faire cette semaine, c'était prévu que je fasse une semaine de transition où je mange de moins en moins de glucides et de moins en moins de fibres. Mais comme j'étais en formation, j'ai mangé dehors tous les jours et j'ai pas du tout réussi. Mais tu commences quand? Demain matin, pas demain en fait. C'est un peu con quand même. En fait, là, je vais avoir mon dernier dîner normal. En plus, je vais manger végétarien parce que c'est pas moi qui cuisine. Et à partir de demain, c'est c'est pas bon, ça va être un choc pour ton corps. En fait, le truc, c'est que c'est pas recommandé parce que c'est brutal et effectivement, pendant une semaine, ça va être un peu, il va se passer des trucs dans mon corps. Moi pendant une semaine. Mais après, bon, c'est pas dramatique et le truc, c'est que aussi, j'ai un seul mois où après, tu vois, après ce mois-là, j'ai une semaine où je travaille tous les jours et où je pourrais pas forcément le respecter bien. Et après, tu pars. Et après, je voyage et tout ça. Et là, j'ai un mois où je peux me permettre d'avoir une vie cadrée et d'avoir du contrôle sur mon quotidien. Du coup, je le fais ce mois-là. Et c'est pas idéal en termes de préparation, mais c'est pas grave. Du coup, effectivement, comme je vais arrêter, comme je dis, j'aurai plus aucune fibre. Et donc, contrairement à certaines idées reçues, on peut tout à fait fonctionner sans fibre. Tu vas pas être un peu bloqué Non, je vais avoir une diarrhée. Ah ouais? Ouais, c'est pas l'inverse? Non, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une diarrhée, mais explosive pendant au moins une semaine. C'est pas l'air fun tout ça. Non. Bonne chance.
Donc vous verrez peut-être sur les prochains podcasts si j'ai l'air un peu un peu tendu. S'il y a des coupures un peu toutes les 3 secondes, vous saurez pourquoi. Tu sais, je pensais pas qu'un jour je parlerais publiquement de mon caca. C'est vrai que là, la valeur ajoutée de ton podcast, là, t'es... Est-ce que je vais mettre un TikTok sur mon caca ou pas? Est-ce que la valeur... Là, je suis en train de faire des calculs mentaux de est-ce que la valeur que tu apportes en parlant de ton caca, ça vaut tout l'impact carbone et le storage que prend ton podcast et tout ça. En plus, là, je suis sûr que du coup, et tu sais, c'est sûr que là, avec, je sais pas si je vais en mettre trop sur Instagram, mais un petit peu aussi, mais du coup, quand je vais parler de ce régime carnivore que je fais, c'est sûr qu'il y a plein d'écolos et tout qui vont tomber dessus. Ouais. Mais je me prépare je sais pas si je vais répondre, mais je me prépare quand même. C'est pas comme ça va être documenté. Tu fais ça, enfin, essaye au moins de faire ça de manière pas trop biaisée, comme ça t'es pas genre, tu fais ça plus comme une expérience que comme je fais ça, il faut faire juste ça. Pour préciser, je fais ça comme ça. une expérience et pour des raisons de santé. Et là, j'ai pas donné toutes les raisons et parce que c'est pas il y aura une vidéo spécialement pour ça. Et mais l'idée, c'est de documenter, de faire une prise de sang au début et à la fin pour voir l'effet sur l'effet sur mon corps d'un point de vue un peu plus et j'essaierai peut-être d'avoir aussi des photos, j'essaierai d'avoir peut-être si j'arrive à avoir un médecin qui analyse un peu le truc dans la vidéo ou quoi parce que j'ai des potes de potes médecins, on va voir si on arrive à faire ça. L'idée, c'est d'avoir des photos, de voir l'effet sur mon corps. Bon, a priori, je vais être plus sec, mais bon, je dis pas. Photos de tes toilettes. Les toilettes, ça va rester pour moi. Je pourrais raconter de manière la plus imagée possible, mais non, peut-être pas, peut-être évite. Ok, de toute façon, voilà, on sait ce qui va se passer. Et je vais aussi traquer, comment tu dirais. Je vais mettre, enfin, juste avec l'Apple Watch, je vais mettre au moins, tu vois, pour voir. Battement de cœur. Parce que ce qui est possible, il y a des gens qui font la diète keto ou carnivore et qui disent qu'ils ont besoin de moins de sommeil au final, parce que du coup leur corps fonctionne plus avec des glucides et. Mais ça prend pas du temps de digérer de la viande? A priori non, parce que tu vois les animaux carnivores ont des intestins beaucoup plus courts que les. Nous on n'a pas ça, on a des intestins très longs. Non, on a des intestins très longs, mais a priori ça voudrait dire que ça se digère plus vite, parce que si tu vois les herbivores qui ont besoin d'intestins très longs, et du coup nous on a des intestins semblables à ceux des herbivores, mais on est capable de tout digérer, quoi. On est omnivore. Ouais. Je sais en tout cas d'expérience, parce qu'en général le midi je mange plutôt carnivore de toute façon, et que quand j'ai mangé carnivore je me sens hyper bien après. Alors que certains légumes je pense que les légumes cuisinés ça va, c'est plus tout ce qui est pâtes, tout ça, sucre, c'est ça qui même les légumineuses je sais que je digère pas bien en tout cas. Je pense aussi c'est vraiment, ça dépend de la personne, c'est ça le problème avec toutes ces recherches. Alors ça dépend de la personne, parce que tout le monde peut avoir des intolérances ou des allergies différentes, mais par contre que tu digères, le truc c'est que aucun humain n'a d'intolérance ou d'allergie à la viande. Oui, mais c'est pas forcément parce que t'es pas intolérant que tu vas digérer ça plus rapidement, plus lentement. Enfin, je pense qu'il y a pareil pour les légumes, genre. Je pense, et aussi selon le légume, genre c'est très compliqué. Je pense que c'est pour ça que c'est dur de généraliser ces choses. Non, mais le but n'est pas du tout de généraliser et ni de donner des conseils ou encore moins des recommandations aux gens, mais par contre c'est simplement de documenter mon expérience en donnant au maximum mon contexte et en expliquant un peu, enfin en donnant un peu du contexte sur mon mode de vie pour que ça, enfin juste pour donner de l'information et ça pour tout simplement aider les gens qui penseraient à faire ça, ou tu vois, c'est simplement pour donner de la documentation, parce qu'il y en a pas tant que ça, surtout en français. Il y a pas beaucoup d'infos là-dessus, et il y a très peu d'études qui ont été faites sur le régime carnivore. Donc voilà, je pense que ça peut, je sais pas, c'est une expérience. Je suis curieux de voir ce que c'est une expérience, on va voir. Au bout d'un mois. Dans un mois, à quoi je ressemblerais, et puis ce que ça fait sur mon cerveau, si ça règle si ça a un effet sur ma santé, sur mes problèmes de genoux, mes acouphènes. Ouais, ça va être intéressant de voir tout ça. Ça peut être intéressant. Et après, je prévois aussi de faire... ça, on verra si je le fais ou pas, mais peut-être le mois d'après, il y aura... Je
je ferais un jeûne de 3-4 jours. Peut-être un jeûne sec ou alors juste un jeûne à l'eau. Tu fais ça comment? Tu seras pas parti? Non, avant de partir. Ok. Bon, donc voilà, je pense qu'on a couvert le sujet du carnivore. Mais en vrai, j'ai hâte de voir ça. C'est cool d'avoir un pote qui se met des défis à la con comme ça. Parce que comme ça, Toi, t'as pas besoin de le faire. Moi, j'ai pas besoin de le faire. En plus, toi, tu vas pouvoir kiffer ce que tu manges et tout. Je peux le torturer un peu en mangeant des trucs sympas devant lui. Mais du coup, ça va être une autre partie intéressante de l'expérience, c'est que socialement, je sais pas comment je vais m'en sortir en fait. Parce que je peux pas manger au resto, impossible. Et même pour manger chez des potes. Tu peux pas sortir pour boire, tu peux pas... Non, mais ça, je le fais déjà pas trop. Ouais. Et même si je sors pour boire un café ou pour un verre, je peux toujours prendre un Perrier, par exemple. Mais non, mais ça paraît triste, mais c'est déjà un peu ce que je fais. Le mec, il va boire un café, il prend un Perrier. Non, ça, on s'en fout. L'important, c'est d'être avec les gens. Mais par contre, d'être au resto et de pas manger, d'être avec les gens, ça, j'ai jamais fait ça. Non, mais tu vas pas le faire, ça. Non. Je sais pas comment je vais m'en sortir, si je deviens associable à cause de ça, ou si j'arrive à trouver des... Après, tu peux faire d'autres choses, comme un podcast. Je peux aussi organiser des dîners pour des potes, où je fais de la viande et je fais un truc à côté pour les autres. C'est sûr que aussi. si tu manges chez toi ou chez quelqu'un, tu peux... Bah, chez quelqu'un, si t'es invité à un dîner, c'est impossible. Juste, tu manges que la viande. Ouais, mais sauf que déjà, si la viande, elle est un petit peu cuisinée, s'il y a une sauce ou quoi, je peux pas manger. Ouais, c'est vrai. Après, en fait, il faudrait que tu achètes un énorme steak Wagyu et juste tu le ramènes un peu partout avec toi et tu coupes des tranches. Parce que ça, en vrai, t'as pas besoin de l'assaisonner. Je pense là, t'en as pour... Fais-moi un petit pari, je regarde. Combien ça coûterait de manger que du steak Wagyu pendant un mois? Est-ce qu'on peut faire ce calcul? Déjà, attends. Pour contexte, le steak Wagyu, c'est un des meilleurs steaks au monde. C'est un truc japonais. Ils mangent quoi comme... C'est un peu basé sur ce que mange l'animal aussi, non? Steak Wagyu... Attends, parce que je suis pas non plus... Attends, je vais demander à ChatGPT. How much would it cost? Combien ça coûterait de manger que du steak Wagyu? Tu penses qu'il peut trouver la réponse? On va voir si... Alors du coup, là, peut-être je vais vous mettre l'écran pour que vous voyez. Mais du coup, ouais, tu peux aussi trouver, genre, qu'est-ce qui... Je sais que c'est une appellation contrôlée, je crois. Mais qu'est-ce qui consiste dans un steak Wagyu? Qu'est-ce qu'il doit manger le bœuf pour être Wagyu? En vrai, c'est délicieux. C'est genre, il y a tellement de gras comparé à la... T'as déjà goûté? Ouais. Il y a tellement de gras comparé à la viande, mais ce qui, de base, tu penserais que c'est pas une bonne chose. Alors, j'ai une réponse de ChatGPT. Après, ChatGPT... Donc, en partant du principe qu'on mange 226 grammes de steak Wagyu par jour, donc ce qui est plutôt... C'est très bas, non? Pour moi, ça, c'est même pas un repas. Donc moi je mettrais... par 3, non? Pour moi, ce serait plutôt au moins 2 fois ça. Donc je vais dire 2 fois ce qui... Je vais partir du principe que ce sera 2 fois ce qu'il me dit. Bon, si on part du principe que c'est 50... Bon, c'est autour de $100 pour 500 grammes. Ouais, ça me paraît correct. Donc, imagine, tu manges 500 grammes par jour, tu juste fais $100 fois... Bah, en fait, 5000 balles. C'est tout? Dans le mois. Pour 500 grammes par jour. En vrai... Bah, on est sur du 100 balles, 100 balles, quoi. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est très cher. Voilà. Mais ouais. Et tu peux regarder ce que mange le bœuf pour que ça soit... Qu'est-ce qui constitue un steak Wagyu? Il faut que tu arrives à meubler pendant que je fais les recherches parce que c'est nouveau pour moi. Mais du coup... J'aime bien. En fait, je vais te ramener dans les autres podcasts juste quand je suis en train de faire des recherches et toi, t'es là. Quand je rentre, quand je commence à chercher. Steak Wagyu. Mais ouais, j'en avais mangé. Enfin, c'est un truc très connu au Japon. Et enfin, c'est un truc japonais. Du coup, c'est connu au Japon. Mais c'est délicieux. C'est très gras, mais c'est du bon gras, quoi. Et tu manges ça dans des très bons restaurants japonais. Ils grain hay and other feedstuffs. Merci ChatGPT. Donc on leur donne des trucs à bouffer. On leur donne des trucs à bouffer pour les vaches. Mais ouais, c'est du bœuf, je sais pas si vous voyez, qui est marbré un peu. Et normalement, tu penserais qu'un bon bœuf, il n'y a pas beaucoup de gras, mais là, pour le coup, c'est du bon gras, quoi. Mais... Moi, je considère ça comme du bon gras, le gras animal, les graisses saturées, mais c'est bon, c'est encore une question, on va pas rentrer dans la nutrition, mais...
Non, mais je veux dire bon niveau goût et texture. Ah, Je parle pas de niveau pour la santé. moi, ah oui, oui. On n'est même pas là-dedans, là. Ouais. Mais Non, quand on mais parle c'est de vrai que steak ça, au c'est goût, on délicieux. parle pas de santé. J'ai Là. déjà goûté. Ah, mais si, j'en ai mangé l'autre jour, ouais. L'autre jour. Ouais, mon père en a acheté. Ah ouais. Mais Délicieux. c'est tellement bon. Ah, Tu sais ce que je me suis dit, on m'a donné l'idée hier, c'est que ce que je peux faire pendant ce mois carnivore, c'est de devenir hyper fort à cuire de la viande. Tu vois, d'apprendre comment, enfin, plein de types de cuisson, parce que en fait, il y a plein de trucs à explorer au four, à la poêle. Bah, le mieux, c'est à la campagne quand tu fais ça au feu de bois. Il y a aussi des trucs, je sais pas comment ça s'appelle, où tu mets la viande dans un petit sachet et tu la fais cuire dans l'eau, et du coup ça fait que tu vois, il peut être saignant sur tout le. Ah, je sais pas c'est quoi sur toute la largeur. Ouais, je sais exactement ce que c'est. Mais faut faire un truc spécial. Faut un truc spécial, je vais pas l'acheter, mais voilà. Non, mais il y a plein de manières de cuire de la viande et. Je me dis ça peut être intéressant comme quand t'es vegan et que mais l'opposé, tu vois, de devenir plus créatif. Je pense que le canard c'est délicieux et c'est ça du bon gras. Et ça se cuit, enfin, c'est quelque chose. Je vais manger beaucoup de poulet aussi, j'adore le poulet. C'est des ouais, le poulet aussi, et c'est des choses que tu peux manger sans vraiment les assaisonner. Si c'est de bonne qualité, c'est très bon. Mais tu peux manger du sel. Ouais. Du coup, ça va, tu peux. Mais pas de poivre. Poivre, je suis pas encore sûr. Après, poivre, ouais, faut que tu regardes. Mais c'est vrai que la viande de base, tu mets du sel et du poivre et c'est bon. Enfin, si c'est un bon bout de viande. En tout cas, je vais pas manger d'épices parce que ça va trop biaiser le truc. Le poivre, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur truc à digérer. Si je veux faire les choses vraiment très carrées, très bien, c'est que viande, poisson, œuf, sel, eau. Le sel, t'en as besoin pour absorber l'eau. Ouais. C'est important. Et puis en plus de ça, je vais avoir le manque de café. Je vais avoir peut-être un mal de crâne pendant quelques jours. En fait, c'est ça aussi qui me donne pas envie de boire du café trop régulièrement parce que déjà, le café, ça me fait beaucoup d'effets. J'ai vraiment l'impression que je suis sous drogue quand j'en prends. Et aussi, si j'en prends genre 4 jours d'affilée et qu'après que j'arrête, j'ai direct mal au crâne. Et ça fait très mal au crâne. Et j'aime pas ça. Moi, je sais que c'est d'expérience, c'est pas non plus trop horrible pour moi, mais là, je sais que comme ça fait... Là, depuis quelques semaines, j'en ai bu toujours 4-5 tous les jours. Donc, il va quand même forcément y avoir un petit manque. Ouais. Et puis aussi, le fait de faire du café, ça, comme pour moi, c'est vraiment une vraie passion. J'adore faire du café. Tu prends me faire des cafés? Je pense que je vais continuer à faire des cafés pour les gens parce que déjà, il y a des gens qui attendent de moi que je leur fasse des cappuccinos régulièrement. T'es très demandé. T'es le barista le plus demandé de Paris. Non, mais c'est une grande partie pour moi de ce que j'aime dans le café, c'est même plus de 50%, c'est de le faire. Ouais. Et de bien régler les trucs pour un certain café. Puis tu peux quand même le sentir. J'adore l'odeur, ouais. C'est une grande partie, c'est quand tu mous ton café, l'odeur, ça fait vraiment partie de l'expérience, c'est pas simplement quand tu bois ta tasse de café. Pour moi, ça, simplement, c'est même pas la moitié du plaisir. Mais bon, ça va être hyper frustrant. Ça va être hyper frustrant. Ouais, mec, bonne chance, hein. On verra bien. Mais c'est vrai que ça va être intéressant. Mais déjà, je sais pas ce que ça va faire à ton corps. J'ai peur que tu vas perdre du poids. C'est pour ça que c'est important que je fasse bien la muscu. Ouais, tu pèses pas. Parce qu'il y a 3 sources d'énergie que notre corps peut utiliser potentiellement. Il y a les glucides, bon, c'est tout ce que c'est les sucres que tu manges. Le glycogène, c'est les sucres contenus dans nos muscles. Et du coup, en fait, si tu prends pas de glucides et que tu utilises pas vraiment tes muscles, c'est possible que ton corps commence à détériorer tes muscles pour prendre de l'énergie. Mais par contre, du coup, pour contrer ça, si je fais bien de la muscu, que j'utilise bien mes muscles, mon corps va pas aller prendre la... C'est ça le problème, à chaque fois que j'arrête si je fais de la muscu, ça me donne faim, du coup, je mange beaucoup, je gagne du muscle. Mais après, si j'arrête de la muscu, du coup, j'ai moins faim. Et du coup, je mange moins. Mais du coup, ça prend direct dans mes muscles et du coup, je perds tous mes muscles. Et c'est pour ça que c'est très rapide la perte de muscles. Et pour l'entretenir, faut juste en faire régulièrement. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils ont la flemme. Mais moi, des fois, ça m'arrive. Mais ça revient assez rapidement. Oui, il y a la mémoire musculaire quand même. Comme quoi, juste faire un peu de muscu dans sa vie à un moment, genre de manière assez régulière et intense, ça fait une petite base. Une bonne base pour le reste de ta vie. Et après, tu peux même l'entretenir en faisant autre chose que de la muscu. Tu fais des trucs qui utilisent tes muscles.
Sauf que quand tu bosses devant un ordi, comme la plupart des gens maintenant, c'est pas top. C'est vrai que on reparle un peu de bosser dans un bureau et tout ça. Je trouve que c'est pas du tout un mode de vie sain. Non, mais je pense que personne ne pense ça. Hein. Mais c'est le mode de vie le plus répandu maintenant, je trouve. Enfin, qui est de plus en plus répandu. Et j'ai l'impression que c'est en train de changer parce que je vois. Enfin, après, bon, je peux pas du tout généraliser, mais il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tendance à justement au travail à distance, Bah, c'est ce qui sûr, te permet c'est quand même de bouger un peu plus, de travailler des horaires un peu plus flexibles, que les gens maintenant bougent vachement plus entre les entreprises, qu'il y a des gens qui travaillent à mi-temps, que il y a beaucoup plus il y a d'options. plus d'indépendants qu'avant. C'est sûr. C'est en Donc train de changer. il y a quand même, j'ai l'impression. Mais pendant très longtemps, et surtout jusqu'au Covid, je trouve, c'était vraiment le truc le plus accepté. Et aussi le truc... enfin, beaucoup de personnes voulaient ça. Enfin, ils étaient... bon, je fais mes études et après, je vais bosser dans un bureau... enfin, pour une compagnie quelconque et dans le domaine qui peut-être les intéresse, mais ils sont quand même amenés à rester un nombre énorme d'heures dans un bureau devant un écran sans forcément avoir beaucoup de lumière. Et après, moi, tu vois, j'essaie d'être prudent avec ça parce que je sais que ça peut faire un peu les gars privilégiés qui ont des vies qui leur permettent de pas faire ça. Et en fait, que ce soit un métier qui te plaît ou pas, bah, des fois, t'as pas le choix de passer ta journée devant. Bah, c'est ça, je dis qu'il y a des gens qui font ça. Et même nous, dans une certaine partie, tu vois, on passe du temps derrière un ordi aussi. Non, mais bien sûr. Toi aussi, tu passes du temps pour faire de la musique derrière ton ordi. Je vois pas beaucoup la lumière du soleil. Mais quand tu fais pas tes propres horaires, surtout dans une ville comme Paris, où le soleil se couche très tôt l'hiver et tout ça, tu peux comprendre pourquoi des gens, vite fait, ils deviennent dépressifs l'hiver. Et en fait, c'est des petits changements de rien du tout qui pourraient faire un gros changement. Déjà, rien que la semaine à 4 jours, qui est en train de devenir un peu plus répandue maintenant. Ils ont fait des tests en Angleterre et dans les pays nordiques d'Europe. Et ils ont vu que ça booste la productivité, parce que les gens, ils ont moins de fatigue, ils sont plus productifs, ils sont plus alertes quand ils sont au taf. Et aussi, j'imagine que ça doit booster... Bon, là, je spécule, hein, j'ai pas fait mes recherches, mais j'imagine que ça doit quand même booster le bonheur des gens et ils doivent juste avoir plus envie d'aller au taf quand ils y vont, quoi. Mais je pense on est dans une période où il y a beaucoup de changements et beaucoup de recherches qui se font et je pense que ça va beaucoup changer. Parce que pendant très longtemps, c'était juste le bureau 5 jours sur 7, de 9h à, je sais pas, 17h, ça dépend, mais... Et on questionnait pas les choses. Et je pense que de manière générale, il faut toujours questionner pourquoi on fait quelque chose et pourquoi on changerait pas, pourquoi on n'essaierait pas quelque chose d'autre. Parce que c'est en faisant ça qu'on se rend compte qu'en fait, il y a peut-être d'autres manières de faire les choses qui sont beaucoup plus efficaces et qui aussi sont mieux pour les gens. Et voilà. Je sais pas quoi rajouter là-dessus, mais ouais. Et je pense que c'est un problème plus global souvent on est trop un peu dans l'acceptation de comment sont fait les choses et juste on dit bon bah ça marche. Bon, il y a des problèmes, mais est-ce que le problème est assez grave pour qu'on le change? Et il faut que peut-être le monde change de manière drastique, comme avec le Covid, pour se dire ah mais en fait peut-être il y a d'autres moyens de faire les choses. Mais si on était plus enfin on essayait plus souvent de tester d'autres choses, est-ce que on aurait moins besoin de ces gros moments de changement pour pouvoir nous amener à de nouvelles méthodes de penser ou de faire les choses ou de travailler, plein de choses comme ça. Je sais pas. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet et puis moi je me sens pas vraiment... Enfin, je saurais pas trop parler de ça parce que j'ai pas comme toi expérimenté ce que c'était d'avoir un CDI et d'avoir des horaires classiques. Ouais, pas forcément un CDI, juste avoir des horaires. Non, mais bon, de travailler dans un bureau de 9h à 17h à peu près. Mais
je sais que je pense pas. Enfin, si, il y a des semaines, il y a eu pas mal de semaines cette année où j'avais ces horaires-là, mais c'était des répétitions, tu vois. Mais quand même, du coup, j'ai vu ce que c'était un peu. Et c'est vrai qu'il y a un côté sympa aussi. Ouais, il y a un côté sympa d'avoir des règles, enfin, un peu imposées, d'avoir un schedule, un emploi du temps imposé et ça te force à te lever plus tôt. D'avoir un rythme et d'avoir un endroit où tu vas tous les jours qui te change de ton... Parce que c'est aussi... il y a aussi plein de gens qui se plaignent au bout d'un moment de... Enfin, qui se plaignent. Qui voient bien que de travailler chez soi et de pas sortir de chez soi, bah, c'est déprimant. Il y a aussi. plein de gens qui sont dans les milieux créatifs qui ont juste un studio où ils y vont de 9h à 17h et ils font ça un peu... J'étais en train de regarder... Damon Albarn, je crois que c'est son nom, c'est le mec des Gorillaz. Et lui, il va à son studio de manière régulière, comme si c'était son travail. Ouais. Il va le matin, du soir, et il bosse tous les jours. Oui, j'ai vu une interview de Stromae, je crois, récemment, qui disait qu'il faisait ça aussi, que maintenant il va au studio jusqu'à 17-18 heures, et après il rentre, il est avec sa meuf, et voilà quoi. Ouais. Du coup, en vrai, c'est pas forcément une mauvaise chose, peut-être. Mais c'est peut-être aussi l'univers et le je sais pas, juste l'emplacement et le vibe du truc qui peut aussi être en fait ça a quand même vachement à voir avec ce que tu fais, tu vois, parce que toi en fait ce qui te pesait peut-être le plus c'est quand même que ça te plaisait pas et que c'était vide de sens. C'était vide de sens ce que tu faisais, et puis c'est pas une boîte passionnante. Non. Et si t'es dans une entreprise excitante, que t'as l'impression que t'as vraiment un rôle à jouer, j'étais entouré de gens qui étaient fascinés par ce qu'ils faisaient. Et je suis content pour eux. Dans ce cas-là, peut-être que tu passes outre les aspects un peu négatifs. Les plus gros problèmes, en fait, c'est l'absence de pas assez de lumière du jour et pas assez de mouvement. Mais je pense qu'il y avait aussi un côté avec... Après, je parle juste de cette boîte en particulier. Je suis sûr que c'est différent à plein d'endroits, mais c'est quand même quelque chose que j'entends. Tu sais que ça va être public et qu'ils vont peut-être... Non, ils vont peut-être pas... Ils vont faire quoi? Je dis pas le nom de la boîte. On s'en fout, tu travailles plus là-bas. Et je travaille plus là-bas et je dis pas le nom de la boîte. Ouais. Mais il y avait un côté un peu genre... J'avais l'impression de régresser d'un point de vue social où des fois, j'avais l'impression d'être au lycée où il y avait des cliques, il y avait genre un peu des gens, il y avait une hiérarchie très malsaine. Je parle pour cette boîte, je dis pas que c'est partout pareil, mais... Tu veux dire une hiérarchie superposée à la hiérarchie de la boîte, simplement? Ah ouais, il y avait un peu des deux. Il y avait une hiérarchie sociale, aussi influencée par l'hiérarchie de la boîte, bien sûr. Mais bien sûr, sociale, il y avait qui était pote avec qui, et du coup, qui avait le contrôle, qui avait ce pouvoir. Et des fois, j'avais vraiment l'impression de juste être au lycée avec des gens qui avaient pas, enfin, qui étaient retournés un peu dans ce... C'est un peu, tu laisses... c'est quoi le livre où les enfants, ils ont le contrôle d'une île et Something of the Flies. Mais en fait, tu laisses le contrôle de quelque chose à des enfants et ils vont créer leur propre hiérarchie et ils vont commencer à bully les autres. Et il y avait ce côté-là vraiment malsain de... Juste même avec les rapports entre managers et employés. C'était... je pense ça a un effet très négatif sur la perception du travail et sur parce que ça arrive, je pense, quand même assez régulièrement. Même je parlais à des amis et des proches à moi qui trouvent qu'il y a ce même concept d'hiérarchie et aussi juste en fait il y a beaucoup de gens qui sont, tu les mets dans un contexte social et ils vont pas forcément être très empathique ou même juste ils vont tu donnes un peu de pouvoir à certaines personnes et ça les change complètement et je pense que ça c'est un truc assez dangereux avec beaucoup d'entreprises et c'était aussi une des raisons pourquoi je voulais partir et pourquoi pas mal de mes amis. Tu vois, je me dis des gens qui sont dans une entreprise qui leur plaît et qui ont une place satisfaisante et gratifiante dans cette entreprise et qui n'ont pas l'impression de juste répondre à des mails et de juste être assis derrière un ordi parce qu'il le faut et qui ont l'impression de faire avancer quelque chose. Peut-être que aussi ça leur permet d'avoir plus d'énergie en dehors du travail et de compenser, d'aller plus dehors, de peut-être réussir à faire du sport, avoir une vie sociale. C'est sûr. À côté après, je me dis d'avoir une vie équilibrée malgré les horaires. Qui sont ces personnes-là
qui en fait ont un impact négatif sur d'autres personnes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ah ouais, mais moi en fait ça me plaît, je me sens bien, je suis bien à ma place et tout, et ils se rendent même pas compte que en fait ils ont un impact négatif sur les. Ah oui, tu penses? Ouais, je suis sûr. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui se sentent un peu épanouis en contrôlant les autres et. Mais dans ce cas-là, c'est différent parce que c'est pas qu'ils sont épanouis par leur travail, c'est qu'ils ils trouvent une satisfaction un peu plus malsaine ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais après, bien sûr, il y a des gens qui sont juste épanouis par leur travail. En recréant cette hiérarchie mais de la cour de récré. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont épanouis dans leur travail et qui aiment leur travail, mais pas au sein de cette hiérarchie. C'est-à-dire? Ils sont épanouis par ce qu'ils font, c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire et tout ça, mais ils sont dans une hiérarchie malsaine ou un manager. Donc pas dans la bonne entreprise. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est pour ça que c'est très difficile de trouver des bons employés, mais aussi de trouver une bonne hiérarchie. C'est très dur d'avoir une entreprise qui marche et qui fonctionne à tous les engrenages. Et je pense qu'il n'y a pas d'entreprise parfaite. Et je pense qu'il y a certaines entreprises qui sont bien pour certaines personnes. Mais c'est très compliqué. Et c'est pour ça que le processus, je pense, de trouver des employés est en train de changer vachement en ce moment. Et qu'on a quand même beaucoup de progrès à faire là-dedans. Et aussi sur plein d'autres choses, mais je vais pas rentrer dans tous les problèmes qu'il y a, mais ouais, j'avais vraiment l'impression d'être un envoyé spécial dans une terre inconnue et de juste découvrir un peu comment c'était et de découvrir que c'était pas pour moi. Peut-être si c'était quelque chose qui me fascinait, je serais resté plus longtemps, mais non, pas pour moi. Au moins, t'as vu ce que c'était. Et puis j'ai beaucoup appris. Des fois aussi, pour être sûr que tu veux pas d'un truc, il faut quand même le faire. Ouais, c'est sûr. Et aussi, ça te donne, t'as plus d'appréciation pour ce que t'as envie de faire. Ça m'a beaucoup motivé à faire ce que j'avais envie de faire. Oui, tu te dis, en fait, c'est la question un peu du paradis et de l'enfer. Si t'as une petite idée de l'enfer potentiel, ou en tout cas de la direction dans laquelle que ta vie prendrait si tu fais rien, ça te donne te donne beaucoup plus de motivation pour faire ce que tu veux. Je pourrais rester ici le reste de ma vie et monter les échelons et changer dans boîte et continuer. C'est bien d'avoir un aperçu de la vie que tu veux pas avoir. Ouais. Mais pas plus qu'un aperçu. Ouais, mais ça te motive vachement à faire la vie que tu as envie d'avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Après, non, je vais pas rentrer tout là-dedans, mais de tout pour pouvoir être artiste et aimer son art et tout, faut avoir un peu souffert dans d'autres milieux et ce que la souffrance apporte à l'art. Voilà. Mais on va pas rentrer là-dedans. Ce sujet est trop vaste. Mais ouais, je suis d'accord. C'est important de faire autre chose des fois pour se rendre compte qu'on a envie de faire de ce qu'on veut faire. Ouais, de voir un peu juste le chemin que ta vie prendrait d'elle-même si tu prenais pas tellement de décisions, si tu la laisses un peu couler, quoi. Ouais. Si tu prends le moins de décisions possible, qu'est-ce qui va t'arriver? En général, il va pas t'arriver ce que t'as envie qu'il t'arrive. Ouais. Bah, j'avais l'impression vraiment que c'était ça. J'étais juste là, je vais voir ce qui se passe si je dis oui un peu à tout pour un petit moment. Et c'était pas forcément ce que je voulais faire. Mais c'était intéressant et j'ai beaucoup appris. Mais comme quoi, des fois, il faut dire non. Pour plein de choses. C'est peut-être un bon moment, un bon endroit pour s'arrêter. Ok, vas-y. Ça fait combien de temps qu'on parle? Je sais pas du tout. J'ai pas regardé l'heure quand on a commencé. Il est 20h, je crois qu'on a commencé vers 18h30, 19h. Ouais, un peu moins, je crois. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a fait un petit cercle. Et que, évidemment, de l'AI, c'était le seul sujet qu'on avait. En fait, on s'était dit qu'on allait parler de l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça peut être un sujet intéressant, mais je me dis que pendant des heures aussi. C'est ça, je me dis c'est un sujet qui peut prendre vachement de temps et on peut y consacrer tout un autre épisode et comme ça on se sentira plus. Ouais, je suis d'accord. Moins frustré et tout. À la prochaine fois. En fait, on est parti dans autre chose, mais c'était cool. intéressant. Ouais, c'était grave fun. On n'a pas beaucoup rigolé, mais un petit peu. Un petit peu. On a parlé. C'est bizarre. J'ai l'impression que ça nous a un peu cadré ce contexte. Parce que si juste je parlais avec toi, je pense que j'aurais dit plus de conneries, je serais plus parti dans des trucs un peu what the fuck et tout ça, et ça m'a forcé à être un peu plus cohérent avec mes pensées. Parce que même si tous les deux, c'est vrai qu'on a beaucoup de moments où on parle juste tous les deux. Et même j'avais des moments où je sentais que je pourrais partir dans un délire un peu débile qui apporterait pas grand chose au monde, ça pourrait être divertissant.
Mais non, je vais pas aller là-dedans parce que... Non, c'est différent, juste le setup, les micros. Mais je pense que ça serait cool quand même de faire un petit podcast genre après 22h, 23h où tu bois un petit whisky et tu laisses un peu partir dans n'importe quoi. Un truc un peu plus léger. Ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Tu m'as jamais introduit, mais... Bah si, je t'ai introduit un peu. Non, t'as juste dit que j'étais au chômage. Et de parler de mon... Tu veux pas m'introduire à la fin? Ah bah... Je pense que c'est la meilleure manière de finir. Ouais. Et en plus, je peux couper ça et le mettre au début. Ouais. Je m'en fous. T'es le dieu de ton podcast. C'est ton monde. C'est ça qui est bien, créé. En fait. Tu pourrais couper mes mots pour que je dise n'importe quoi. Bah et, ouais, mais ça se verrait un peu à l'image. Quoique, un petit deepfake. Ouais, mais trop de travail parce que le truc, je suis censé le poster demain. Donc là, on est un petit peu ric-rac. Là, il va pas y avoir de montage plus que ça. Mais ok, je vais t'introduire à la fin. J'ai déjà dit que tu avais fait des études aux États-Unis. On s'est rencontrés au lycée, en France, à Paris. Tu as fait des études aux États-Unis. Tu dis pas mon nom. De business. Je dis à la fin le nom. Bah, le nom, il est sur ton nom, il est sur le titre et tout. Hein. Les gens, ils vont le voir. Ah ouais, ok. Est-ce que tu peux pas mettre ton nom? Mais si, vas-y. Hein? Ouais, mets ton nom. Mais mon nom d'artiste aussi. Ah, tu veux que je mette les deux? Ouais. Tu peux juste dire Théo. Bon. Ça, tu peux couper. T'as fait des études aux États-Unis de business, music management, dans le Vermont et à New York. Et après, t'es rentré en France, t'as rien fait pendant un moment. Après, j'ai voyagé surtout. T'as voyagé pendant il y a une année où t'as beaucoup voyagé. Ouais, jusqu'au Covid en fait. Après, là, t'as travaillé pendant 8 mois dans une entreprise. Je demandais pas ma biographie, hein, mais ouais, bah, c'est trop tard. C'est ma façon de t'introduire. Okay, et ta passion principale, on va dire, c'est la musique, produire de la musique, plutôt de l'électro. Composer, produire. Et donc là, depuis que t'as quitté cette entreprise, donc il y a quoi, 2 mois? Un mois et demi, 2 mois, ouais. Bah, je me consacre te consacres à ça. Et voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ton introduction à la fin? Je fais de la musique au nom de Sweatshirt, si jamais ça vous intéresse. Un peu de promo, mais j'ai des singles qui vont bientôt sortir. Et voilà. Et à bientôt pour une conversation sur l'intelligence artificielle. Et je pense qu'en plus... Sur la création et la musique. Sur la création. Et je pense qu'en plus, c'est un sujet qui mérite un tout petit peu de recherche préalable, tu vois, un tout petit peu plus de préparation. Donc, je pense que c'est bien qu'on se le réserve, qu'on se le garde au chaud. Ouais, ok. Mais à bientôt. À bientôt sur le podcast Arthur.